Bonjour chers amis, je vous salue tous et toutes, comme d'habitude, pardonnez-moi je ne suis pas encore dans le bon sens. Voilà, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous rappeler que la veille d'hier c'était la fin de vie comment dire, de notre homme du moment, c'est-à-dire le marquis de Lafayette, je rappelle. Alors je vous avais dit quelques mots, même assez longs d'ailleurs, sur cet homme qui a illustré, qui a mis en place la révolution dite du pays des fromages. Enfin, il n'était pas tout seul, mais enfin c'est lui qui a inspiré, en tout cas dans ses débuts, comment le pays des fromages aurait pu s'accommoder d'une république avec une royauté, une monarchie, mais non plus une monarchie absolue, bien sûr, de droit divin, comme disent les Bourbons, comme le disait encore. Euh, donc déjà, je vous rappelle de vous abonner, chers amis, de partager cette vidéo, de mettre un pouce, de liker et d'activer la clochette, surtout pour pouvoir recevoir les vidéos en première. Et puis alors abonnez-vous, l'abonnement est important pour moi, puisque l'abonnement est un engagement auprès de YouTube, comme vous faites comprendre à YouTube que vous aimez cette chaîne, et donc vous la faites grimper dans l'audimat en quelque sorte. Alors, je ne vais pas vous donner la suite de ce que pensent les contemporains du marquis de Lafayette, ce serait trop long, mais sachez que notamment notamment nous avons Napoléon Lafayette, enfin ça c'est non, c'était selon Napoléon Washington. Les talents de Lafayette ont été diversement appréciés. Bon, ils ont surtout été appréciés outre-Atlantique, plus que chez nous, dans le pays des fromages. Et vous le lirez vous-même, regardez un petit peu les hommages aux États-Unis. Ça pleut de toutes parts, ou même des villes entières s'appellent Lafayette, de différentes manières, mais il y a beaucoup de noms de villes, pas d'État, mais de villes qui s'appellent Lafayette. Et chaque année, lors du 4 Day, je crois, ou le 6 Day, le pays de l'oncle Sam fête la défaite de l'Angleterre, donc l'indépendance, on va dire, et il parle bien sûr de Lafayette, évidemment. Il faut être aux États-Unis à ce moment-là, le 6 Day ou 4 Day, je ne sais plus, pour se rendre compte de la place que tient encore Lafayette aux États-Unis, plus que chez nous, dans le pays des fromages. Bon, les Marines américaines et France, et bon, pays de fromage, en France, ouais, en Auvergne. Bon, en Auvergne, oui, peut-être, parce que là, c'est sa terre de naissance. Ville de France, bon, il y en a qui portent son nom. Encore, bien sûr, à Toulouse. Commémoration du premier voyage, alors ça c'est où ça? À Metz, à Pauillac, je ne sais pas où c'est Pauillac, voilà. Bon, vous lirez vous-même un petit peu, voilà les armoiries des Motiers de Lafayette, la famille. En littérature, alors là, le cinéma, n'en parlons pas. Beaucoup de films ont été tournés dans les années 20, 30, jusqu'à 50 et 60 même. Films anglo-saxons, bien sûr, films dans d'autres pays, télévision, etc. Bon, documents, comédies musicales, jeux vidéo, bon, et même des jeux sur la Lafayette, je ne savais pas. Archives et documents, bon voilà, vous regarderez, vous irez faire un tour vous-même, si ça vous intéresse, pour approfondir qui était cet homme, le marquis de Lafayette. C'est intéressant de savoir, toujours, ça fait partie de l'histoire du pays des fromages, mais c'est les deux mondes, c'est aussi la fierté des pays de l'Oncle Sam. Voilà, ouvrages bibliographiques, etc. Ouvrages historiques anciens. Alors là, c'est la BNF, la Bibliothèque nationale de France, peut-être. Ah, je ne savais pas qu'il y avait les almanachs de Brioude. Ouvrages historiques récents, voilà. Lafayette et l'Amérique, évidemment. Autre sujet, bon voilà. Après, c'est les notes, voilà. Je vous laisse je vous laisse regarder vous-même, je l'enlève. Voilà, nous allons continuer maintenant. Alors, je ne vais pas vous parler tout de suite de Marat, de Danton et Robespierre. Ça viendra un peu plus tard quand je le déciderai. Là, je dois repartir d'ici quelques minutes. Donc, je dois faire des courses. Alors, on va parler du consulat, si vous voulez bien. Sous le consulat, le chef d'État est de facto le premier consul, évidemment. Alors, le premier consul, je vous donne en 1000, c'est Napoléon Bonaparte. Né le 15 août 1769 à Ajaccio, donc, est mort
le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène, et un militaire et homme d'État du pays des fromages. Il est le premier empereur du pays des fromages, donc du 18 mai 1804 au 6 avril 1814, et du 20 mars au 22 juin 1815. Oui, là c'est les 100 jours, comme je vous l'ai dit, hein, qui prendra fin à la déroute de Waterloo, bon, voilà, sous le nom de Napoléon Ier. Alors, Napoléon Bonaparte, on pourrait faire un discours là aussi, mais je ne suis pas un spécialiste. Je vous invite à, si vous aimez l'histoire de Napoléon Bonaparte, c'est de prendre les ouvrages de Jean Tullard, qui est un ancien professeur à la Sorbonne. D'ailleurs, il est actuellement, je crois, professeur émérite, hein, semble-t-il, de la Sorbonne. C'est un spécialiste de Napoléon Bonaparte. Alors là, vous avez le sujet le plus complet. Alors, je ne parlerai pas de Pierre-Jean Chalonson, qui lui a la plus grande collection sur Napoléon Bonaparte. Par contre, hein, au niveau que ce soit des livres, des objets divers, des pièces d'or et tout ça, hein, des pièces Napoléon, hein, notamment, il a beaucoup de choses. Il a plus de 100 mètres carrés, je crois, de collection. C'est quelque chose de phénoménal. Mais au point de vue littérature, on va dire biographe de Napoléon, c'est Jean Tullard, qui me paraît le plus recommandable. Après, il y en a peut-être d'autres, à vous de chercher. Si vous en trouvez d'autres, ben faites-moi part dans les commentaires. Donc, on va parler du Premier Empire. Alors, le Premier Empire, comment cela se passe-t-il? Alors, Premier Empire, 15 août 1769, 5 mai 1821, où il devra capituler et passer les pouvoirs à Louis XVIII. Première restauration, comme on avait dit à propos de la vie du marquis de Lafayette, hein. Alors, premier consul depuis 1799. Ah bon? Ah oui. Il devient empereur des habitants du pays des fromages par la constitution du 18 mai 1804, approuvée par plébiscite le 6 novembre. Il est sacré à Notre-Dame de Paris. Voilà, regardez un petit peu Notre-Dame de Paris. Le 2 décembre, il est déchu par le Sénat. Le 3 avril 1814, il abdique le lendemain en faveur de son fils Napoléon II, que voici, mais qui régnera pas longtemps, enfin qui ne sera pas longtemps empereur. Napoléon François-Joseph Charles Bonaparte, né le 20 mars 1811 à Paris, est mort le 22 juillet 1832 à Vienne, et le fils et l'héritier de Napoléon Ier, empereur des habitants du pays des fromages, et de sa seconde épouse Marie-Louise d'Autriche. Oui, parce qu'il avait eu une autre épouse avant. Le traité de Fontainebleau, signé le 11 avril 1814, est le traité par lequel Napoléon Ier abdiquait sans condition après la victoire des puissances alliées dans la 6e coalition. Bon, il faudrait voir ce que c'est, hein. Voilà, donc pour ce qui est du... Voilà, on va parler que de lui aujourd'hui, que de Napoléon. On ne va pas s'étendre davantage sur la première restauration. On va rester simplement sur les conditions, comment Napoléon a abdiqué à 2 reprises. En 1821, le 5 mai, je l'ai dit, il partira en exil, alors je ne sais plus, c'est pas Sainte-Hélène, non, c'est à l'île d'Elbe, je crois, à l'île d'Elbe. Et il reviendra à Paris, à Fontainebleau exactement, lors des 100 jours, et Louis XVIII prendra la fuite. Bon, enfin, on connaît la suite, hein. On verra ça plus tard. Alors Napoléon Ier donc a été plébiscité par les Français. Alors je vais aller ici. Qu'est-ce que je dois dire là? Oui, on a 2 fois le même truc. On va voir un petit peu sa biographie rapidement. Alors il est Napoléon Bonaparte, on a dit, j'ai dit sa naissance. Sur l'île, voilà, c'est Sainte-Hélène, je crois. Non, Sainte-Hélène, c'est le deuxième et dernier exil. Donc c'était bien à l'île d'Elbe qu'il est exilé la première fois. Il y a un militaire et homme d'État français, il est le premier empereur. Alors là, c'est très long, hein. Je crois que... Alors là, si vous vous intéressez à la lignée de Napoléon,
Il y a actuellement, je crois, un Napoléon à Paris, je crois, il me semble, hein. Actuellement, en 2024, il y a une descendance très lointaine de Napoléon, mais qui est de ligne directe avec l'empereur. Donc, alors là, qu'est-ce qui se passe là? Campagne d'Égypte. Bon, on va pas parler de tout ça. Si vous aimez la vie de Napoléon, ben, je vous invite à faire un bref détour à cette page. Vous cherchez Napoléon Bonaparte et vous trouverez sur Wikipédia, ma foi, comment ça s'appelle, un- comment dire, une explication assez complète, ma foi. Couronnement, bon, il a forcé le pape, je ne sais plus lequel, d'ailleurs, il a forcé le pape à prendre la couronne. C'est quel pape d'ailleurs? Le sacre Napoléon par David, ça c'est David, c'est le peintre. Voilà, Pie VII, oui, qui fera prisonnier d'ailleurs. C'est curieux, voilà Pie VII, hein. Regardez, le pape Pie VII. Voilà Napoléon Bonaparte. Ma foi, écoutez, c'est intéressant. Voilà, regardez, ça c'est les 20 francs Napoléon qu'on appelle, hein, à la tête lauré, hein. Donc il porte le laurier du vainqueur. Victoire de l'Empire, guerre contre l'Autriche, Napoléon souverain du Grand Empire, ouais, jusqu'au Piémont, je crois, là. Piémont, c'est là peut-être. Donc là, c'est la. Voilà. Bon, il y en a qui font du sport au-dessus, hein. Il a. Oh, je vous raconte pas le type, hein. Bon, il y a un peu de bruit, vous voyez, non? Vous entendez? Il fait du sport. Bon, il pèse, je sais pas, bon, il doit faire 1m68, il pèse 70 kilos, 80 kilos, je sais pas combien. Bon, bref. Dernières années 1815 et 1821, voilà. Vie à Sainte-Hélène. Alors là, c'est la dégradation de sa santé. Et voilà. Son état est critique, mais plus ou moins bien diagnostiqué et soigné par des médecins présents sur l'île. Quels sont ces médecins? Jacques Massé. L'empoisonnement de Napoléon, dans le dictionnaire Napoléon, dirigé par Jean Tullard. Oui, je vous dis, Jean Tullard, c'est l'homme le plus complet. Voilà, Jean Tullard. Regarde. Ah non, on n'a pas son portrait. Dommage. Pardon, je reviens ici. Non, c'est pas là. Volume 1, 720, 724 pages, édition Fayard. C'est le tome 1 seulement, parce qu'il a dû faire 2-3 livres, je crois. 1999, mise en ligne sur le site Napoléon.org. Ah bon? Ah ben c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, bon, comme vous l'avez compris, il a été empoisonné. Alors, on dit qu'il a été empoisonné à l'arsenic. Voilà Napoléon sur son lit de mort, très affaibli, même assez amaigri d'ailleurs. Ah oui, en 1826. Voilà pour ce qui est de Napoléon Bonaparte. C'était un grand homme, mais bon, le retour de ses cendres. Voilà, si vous allez aux Invalides, vous allez trouver sous la coupole, vous allez voir son tombeau, c'est d'une beauté incomparable. C'est vrai que bon, voilà, c'est là l'image, vous voyez, de son tombeau aux Invalides, hein. Regardez, vous voyez. Moi, j'ai eu la chance d'aller le visiter. Bon, après Adolf Hitler, hein. Adolf Hitler, oui, vous le savez, il est venu en France, dans le pays des fromages, pardon, et s'est recueilli sur son tombeau. Bon, passons. Héritage napoléonien, donc l'héritage politique. Bon, jusqu'à Napoléon III, quoi, on va dire, hein. Il y a eu un Napoléon II ou III, je crois, qui était à Rome, mais il est mort du jeune. Rétablissement de l'esclavage. Alors ça, c'est sous Napoléon, il faut le savoir, hein. C'est Napoléon qui a rétabli oui, oui, il a rétabli l'esclavage. Après sa séparation, d'ailleurs, avec sa première femme, qui était d'origine antillaise, je crois, guadeloupéenne, je ne sais pas trop. En tout cas, des îles. Abolition de la traite des Noirs par l'empereur. Oh, ça, c'est pas tout à fait vrai. Enfin bon. Peut-être lors des 100 jours, oui, mais au début, il avait rétabli l'esclavage. Enfin bon.
Alors on dit que c'est Schleicher qui a aboli l'esclavage dans le pays des fromages, ce qui est faux, archi faux. C'est pas tout à fait vrai, c'est pas Schleicher, contrairement à ce que l'on dit un peu partout dans les enseignements officiels. Voilà, l'abolition de l'esclavage au Royaume-Uni. Bon. Bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Étude napoléonienne, voilà Jean Tullard. Voilà, regardez. Un homme éblouissant de connaissances, c'est vraiment un homme que je vous conseille. Si vous aimez la vie de Napoléon, c'est lui qu'il faut lire. Enfin, moi, je vous donne mon avis. Après, cherchez, faites vos propres recherches et vous trouvez quelqu'un de meilleur. Là, on parle de contemporains. On ne parle pas des anciens historiens du 19e siècle. On parle d'aujourd'hui. Réalisation de Napoléon Bonaparte sous le consulat, sous l'Empire. Alors, sous le consulat, puisque c'est là que nous sommes, le consulat est essentiellement une période de pacification et de stabilisation du pays des fromages, donc de la Révolution, disons-le, hein. Ils ne le disent pas, mais bon, moi je le dis. Après la décennie révolutionnaire, voilà, de nombreuses institutions sont fondées qui vont ensuite survivre longtemps à leurs créateurs et elles reprennent certains acquis de la Révolution. Oui, parce qu'en fait, Napoléon Bonaparte va concilier sous son régime, hein, sous son empire, la royauté, la monarchie et la République. La première République. Il existe encore au début du XXIe siècle en France. Oui, il y a encore beaucoup de choses qui subsistent. Ainsi, le 13 décembre 1799, le 22 Frimaire en 8, Frimaire est le troisième mois du calendrier républicain, donc janvier, février, mars. La constitution de l'an 8, donc, rédigée par Donou, qui est Donou. Ah oui, on l'avait vu, oui. Sur les bases des principes énoncés par CIS, que voici, on se le rappelle. Et Bonaparte crée en son article 52 le Conseil d'État. Voilà, vous voyez. Cet organe est au départ chargé de rédiger les lois pour décharger les ministres et doit conseiller le gouvernement sur la législation et à entreprendre. Dans cette constitution, Napoléon Bonaparte crée également le Sénat. Voilà, le Sénat n'existait pas avant, hein, avant Napoléon, s'inspirant du Sénat romain. Vous voyez, la romanité. Nous sommes, je vous le rappelle, aujourd'hui en 2024, encore sous la loi du calendrier julien. Le calendrier julien, c'est le calendrier de Jules César, je vous le rappelle. Et ça vaut pour la fraude du non légal, ou plus exactement, l'esclavage dans lequel nous sommes dès que nous naissons, en ayant fait élaborer par nos parents un contrat privé entre les parents et l'État, qui s'appelle le certificat de naissance. Il est chargé de veiller au respect de la Constitution et ses membres sont nommés par le premier consul, puis par l'empereur. Oh, d'accord, c'est le même. En 1800, le premier consul Bonaparte crée deux institutions importantes existant toujours d'une part le 13 février 24 pluviose en 8. Ça correspond à quoi pluviose? Et le cinquième mois, donc janvier, février, mars, avril, mai. En 8, il instaure le calendrier républicain correspond aux années 1799 et 1800. D'accord. Il instaure la Banque de France, voilà, la Banque de France. D'autre part, le 17 février, loi du 28 pluviose en 8, cinquième mois toujours. Ouais. Bonaparte crée les préfectures, voilà, avec à leur tête un corps préfectoral. Que voilà, ça c'est les images d'aujourd'hui, hein. D'autre part, le 17 février, loi du 28 pluviose en 8. Bonaparte crée les préfectures avec à leur tête un corps préfectoral nommé, je l'ai dit,
nommé par le premier consul, puis par l'empereur et représentant de l'État. Toutes les institutions permettent de réorganiser l'administration dans le pays des fromages, qui ne fonctionnait plus depuis le début de la Révolution en 1789. Cette réorganisation permet de ramener l'ordre et de relancer l'économie. Oui, parce que là, jusqu'à là, les assignats qui devaient remplacer l'écu, la monnaie d'or sous la monarchie, un papier qui valait rien, quoi. Mais l'ordre intérieur sera totalement ramené le 15 juillet 1801 quand Napoléon Bonaparte signe avec le pape Pie VII le concordat réconciliant la France avec l'Église. Oui, vous connaissez la suite. Hein. Ah, si. Vous lirez Jean Tullard, vous verrez ce qu'il dit sur le concordat. D'ailleurs, il a forcé la main au pape pour avoir cette signature. Il était prisonnier de Napoléon, tout en maintenant la liberté de culte établie par la Déclaration des droits de l'homme. Voyons. Voilà les droits de l'homme et du citoyen de 1789, établi par des francs-maçons. Je vous le dis, hein, je vous le dis franchement, c'est établi par des francs-maçons. Et tout ce que nous avons aujourd'hui de dérapage, si vous vous référez à la Constitution de 1789, vous vous apercevrez qu'il n'y a rien de légal en France, rien, dans le pays des fromages, pardon. Il n'y a rien de légal. Bonaparte souhaite réorganiser la société du pays des fromages dans de nombreux domaines. Alors, éducation, économie, germinal. Germinal, ça correspond à quoi, germinal? Ah, c'est le franc. Le franc, oui, d'accord. Appelé simplement franc, lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, est une ancienne unité monétaire du pays des fromages, utilisée également en Andorre et à Monaco. Oui. Bon, le 7 germinal, 7e mois juillet. Germinal, c'est. Ah oui. Germinal vient de germain, de gerbe de blé, quoi, donc l'été. En 11. Oh, qu'est-ce que c'est que l'an 11? Républicain correspond à l'année divisant de 2, d'accord. Justice et droit, voilà. Voilà, sous l'Empire, alors, vous voyez, bref. Bon, après, je vous laisse lire le reste, c'est très intéressant, mais c'est très très long, bien sûr. Alors, l'architecture napoléonienne, vous voyez, l'Arc de Triomphe. Ici, l'église de la Madeleine. C'est un peu dégrossi de coffrage, hein. C'est pas très fin comme construction. Si vous aimez l'art de la véritable construction, regardez un petit peu Notre-Dame. Hein. Et puis d'autres, voilà. Décoration étrangère, bon voilà. Voilà. Napoléon reçoit combien? Plus de 14 médailles, décoration étrangère. La liste suivante, hein, exhaustive, présente depuis les ordres dont l'empereur a été décoré par date d'obtention. Pardon. Voilà, regardez tout ça, regardez. Naboulio, c'est le surnom. Oh, d'accord. La Paillonnée, le général Vendémiaire, l'optique caporal. Ça, c'est les surnoms qu'on lui donnait. Bonnet, le petit tondu, Buonaparte, l'usurpateur, Jean de l'épée, enfin bon. Vie privée, bon, après. Voilà, je vous laisserai mes amis chercher sur le. Alors, voilà, on revient sur le premier consulat. Bon, alors, on va un petit peu regarder les dates. Non, on peut pas, voilà, ça on les a vus déjà. Alors, Napoléon, alors, Premier Empire, ça on y viendra après. Je vais arrêter là cette vidéo, je vous parlerai demain donc du Premier Empire. On va y aller tranquille, pas tranquillement, mais on va y aller. Bon, après on verra ça, le royaume, la restauration, Premier Empire, les 100 jours, ça c'est autour de Napoléon, je vous l'ai dit. Hein. Napoléon II, là, ouais. Ah, il a quand même régné, lui. Bon, allez, on va revenir ici, donc, Premier Empire, je vais noter ça. Alors, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a pas trop déplu. Ma foi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je me tiens à votre disposition pour vous répondre et vous apporter des éléments que j'aurais manqué de vous donner.
Alors, je vais noter Premier Empire. Voilà, chers amis, on va en rester là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de partager cette vidéo, comme je vous l'ai dit, de donner un peu du panache à cette chaîne, parce que c'est aussi votre chaîne, je vous rappelle, hein, si vous aimez l'histoire du pays des fromages, et pourquoi pas l'histoire de certains hauts, hauts, aux dirigeants ou hommes politiques de haut niveau, que ce soit dans la monarchie, que ce soit dans la royauté, que ce soit dans la République, dans l'Empire, enfin bon, et de n'importe quel pays, je me ferai un plaisir d'aller chercher pour vous ce que je pourrais recueillir, bien entendu. Si vous me parlez d'un autre pays autre que le nôtre, du pays des fromages, évidemment, ça prendra un peu plus de temps pour les recherches. Encore que là, je vais tâcher d'approfondir peut-être un jour on fera une vidéo sur Napoléon Bonaparte en particulier. Pour l'instant, je me garderai de m'aventurer trop là-dedans parce que je ne suis pas un spécialiste napoléonien. Allez voir Jean Tullard, moi je vous conseille de lire ses livres. Et s'il y a d'autres auteurs que vous connaissez qui sont tout aussi intéressants, ben, faites vos propres choix. Moi je peux rien vous dire de plus, hein. Simplement, je vous souhaite à vous tous une bonne journée et comme je le dis toujours, pour finir, soyez heureux, soyez bienveillants les uns envers les autres, avec vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues et camarades de travail. Tâchez d'être bienveillants, d'avoir de l'empathie pour les uns pour les autres, y compris parfois les pires adversaires, voire même les gens qui parfois peuvent s'avérer les plus insupportables, que ce soit parmi vos proches, hein, peut-être, ou surtout sur vos lieux de travail. Bien, parfois il faut savoir un petit peu pas accepter, il ne s'agit pas de se résigner, hein, c'est pas ce que je vous dirai moi. Je ne vous dirai pas de vous résigner, mais seulement d'adapter la situation à votre avantage. Essayez de gagner quelque chose à votre avantage dans la diplomatie, la fermeté, mais aussi l'intelligence, on va dire, du discours. Parce que, vous voyez, hier, je vais vous raconter une anecdote. Hier, j'ai eu une discussion avec une voisine ici, là où j'habite, dans ma belle résidence, qui me parlait que les gens ont le droit de percer pour mettre une cheville, pour mettre une étagère, pour monter un meuble, pour monter une table, une chaise, enfin que sais-je. Bon, taper, percer, percer, taper. Ici, nous sommes dans chaque immeuble environ 6 à 8 appartements occupés, à peu près. C'est qu'une moyenne, hein, je ne vous dis pas que c'est exactement le nombre, mais c'est à peu près ça. Si chacun se met à taper, à percer au même moment ou dans la même journée, pendant 1 à 2 semaines, je vais vous dire que vous ne tenez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des règles. Dans le comportement d'une société, on n'est jamais tout seul. On n'est jamais seul et il faut vivre pas que pour soi. Il faut apprendre de vivre avec les autres, sans compromis, sans se résigner, mais en sachant mettre les points sur les i, les barres sur les t. Je vais vous faire un aveu. Si chacun se met à faire à sa manière, ça va être invivable parce que on va tous faire du bruit au même moment, on va tous taper, on va percer sur les murs, on va percer sur le sol, sur les plafonds, que sais-je. On peut très bien abîmer, voire percer une conduite de gaz, ici il n'y en a pas, mais bon, une conduite d'électricité, une conduite d'eau qui va causer des dégâts collatéraux chez le voisin d'à côté ou en dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut être très prudent. Quand moi je fais faire des travaux chez moi, ici, là, chez moi, vous l'avez entendu, dans l'une des vidéos, vous avez entendu le bruit, parce que le gars est tapé pour poser des dalles. Mais sachez, chers amis, que quand c'est une entreprise qui vient, que ce soit par le bailleur ou par mes propres soins ou les vôtres, vos propres soins, il y a un contrat. L'entreprise a ce qu'on appelle la garantie quinquennale ou décennale. Donc il y a des garanties d'assurance qui permettent le déroulement d'un chantier. Mais quand on veut faire des bricolages chez soi, on n'a aucune garantie. Ça veut dire que l'assurance peut vous rejeter la faute s'il y a un dégât des eaux, s'il y a un dégât d'électricité, un départ d'incendie, je ne sais pas, hein, je dis des trucs comme ça. Donc sachez que lorsque vous allez... Bon, si vous vivez en pavillon, c'est une autre chose.
Mais si vous vivez en communauté dans un immeuble avec plusieurs habitants, des copropriétaires ou des locataires par exemple, hein, et que tout le monde se met à faire marcher sa tondeuse dans sa petite cour, si vous êtes quatre à avoir des petites pelouses et vous faites marcher en même temps votre pelouse, votre tondeuse, vous allez voir que ça va être intenable. Celui qui veut dessiner, qui veut écrire ou faire de la peinture sur tableau, il va être dérangé, vous comprenez? On doit savoir vivre avec les autres. Voilà, c'est aussi simple, non? Et ça, il faut le faire entendre même par des gens qui ne sont pas, disons, de chez nous, quoi. Il faut essayer de discuter, essayer de leur faire comprendre ça. Parce que dans ce pays-là, nous sommes... Bon, je ne vous le cache pas, hein, pour moi, le pays des fromages, c'est pratiquement mort, hein. Les institutions, tout est mort, hein. C'est vrai, il y a plus de règles. Alors c'est à nous de remettre à l'endroit par les discours juridiques, par des discours, on va dire, passionnés mais calmes et posés. Eh bien, c'est à nous de remettre les choses, de mettre des points sur les i, des barres sur les t. Chers amis, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée et comme je vous l'ai dit, à très bientôt. Au revoir.